La valeur. Désormais, voici votre nouveau rendez-vous santé sur UFM, ULNES. ULNES, c'est peut-être un forum radiophonique d'échange autour des questions santé et bien-être. Tous les vendredis à 19h et dimanche à 13h en rediffusion, Karine Moutali vous présente un sujet et notre partenaire santé DKT vous éclaire. ULNES, votre santé nous intéresse. Bienvenue dans ce programme Santé ULNES. Vous êtes partout dans le monde, vous nous suivez grâce à notre application radio Urban FM 94.7. Bienvenue. Eh bien, ce soir, notre nouveau numéro, nous parlerons de la maternité à moindre risque. Et pour cela, une fois de plus, avec Madame Mamie Kassai, qui est formatrice, directrice de formation chez DKT. Elle va donc nous éclairer sur certains points. Saviez-vous que sur les statistiques sur la santé examinées par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la mortalité maternelle présente les écarts les plus importants entre les pays développés et ceux en développement. Chaque jour, au moins 1600 femmes meurent de complications dues à la grossesse et à l'accouchement, soit un minimum de 585 000 par an. Et ces complications sont les premières causes des décès et d'invalidité des femmes âgées de 15 à 49 ans dans les pays en développement. Ce soir, avec Madame Mamie Kassai, nous allons donc parler de la maternité à moindre risque. Bonsoir Madame Mamie. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Merci de venir encore nous éclairer à nouveau sur ce terme. En tout cas, la maternité, on sait que c'est une affaire de femmes et beaucoup en meurent. Et ça, c'est à cause de la non-information. On va dire parfois on est mal informé. Merci à DKT d'éclairer donc la population congolaise. Merci. Alors avant de commencer, revenons un tout petit peu sur qui est DKT, puisque c'est DKT qui nous éclaire, notre partenaire santé. DKT, qui êtes-vous exactement? Merci beaucoup. DKT, c'est une organisation non gouvernementale d'origine américaine. Et cette organisation a été créée en 1989 par M. Philippe David Hervé, d'origine américaine bien sûr, et le bureau mondial donc se trouve à Washington. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est que DKT aujourd'hui met en œuvre des programmes dans plusieurs continents et surtout les continents les moins développés ou en voie de développement comme l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Et donc DKT aujourd'hui est dans plus d'une trentaine de pays à travers le monde où DKT opère et met en œuvre ses activités. Alors, encore plus intéressant pour nous parce que DKT est en RDC. Exactement. Donc DKT est en RDC depuis 2009. Nous avons commencé, DKT a commencé le processus d'installation de bureaux, mais le bureau a ouvert officiellement en 2010. D'accord. Mais à ce jour, DKT met en œuvre aussi les activités sur le territoire congolais. Nous sommes déjà à 21 provinces sur 26 qui existent. Et il y a une province où nous sommes juste pour d'autres activités, mais pas encore le bureau installé. Donc, DKT travaille dans les domaines de santé de la reproduction. Et donc, avec le cheval de bataille ici, la planification familiale, et y compris aussi le soin après avortement, la lutte contre les hémorragies postpartum, la santé des adolescents, la santé des hommes. Donc, bref, DKT est là pour contribuer à ce que la femme congolaise ne meurt pas, à ce que les pays aussi, que DKT apporte une pierre dans la réduction de la mortalité maternelle. C'est comme ça que vous allez constater que beaucoup d'activités, des domaines de DKT sont des domaines où vraiment, ce sont des causes principales du décès maternel. C'est là aussi où DKT s'attelle pour que la femme congolaise puisse être en vie et que la famille congolaise soit dans le bien-être. Donc, bref, les activités de DKT visent le bien-être du groupe familial et le développement du pays. Et donc, partout où DKT opère, DKT tient à ce que la santé de cette population soit améliorée, que la condition de vie aussi soit améliorée. Et c'est pourquoi DKT ne voit pas où aller. DKT suscite ou
suscite la demande en contraception. DKT va jusqu'au dernier kilomètre du pays, même dans des zones à risque. DKT arrive pour apporter des soins appropriés à toute la population congolaise. Donc voilà un tout petit peu DKT. Et pour cela, DKT c'est bas. C'est une organisation de marketing social. Donc DKT c'est bas à ce qui soit le numéro 1 de la RDC en matière de marketing dans le domaine de santé et de la reproduction. Et cette vision-là, vraiment, nous la mettons en pratique et nous espérons que nous allons atteindre cette vision. Et nous sommes déjà dans cette vision, donc nous espérons que nous allons encore faire mieux pour être la référence en RDC dans le domaine du marketing social en santé de la reproduction. Et aussi DKTC spécialisé avec un grand programme de jeunes que nous appelons Batela Lobinayo. Donc dès qu'on voit Batela Lobinayo, voilà, Batela Lobinayo, c'est un grand programme de la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Donc, nous tenons aussi à donner la bonne information, de bons services appropriés aux jeunes pour que notre pays puisse espérer des adultes sains qui peuvent aussi construire notre pays et aussi contribuer au développement de notre pays. Voilà en bref ce que DKT fait. Nous sommes dans la santé de la reproduction. DKT Batela Lobinayo, pourquoi Bolobika Batela Lobinayo RDC Minokoza BDS que Batela Lobinayo Minokonyos RDC, bon, enfin Biko l'oignon on va le dire RDC et comprendre facilement. Bon, le cours à DKT a partout dans la province belé à RDC. Ouana ils en a pour la Kinshasa, donc les concepts généraux Batela Lobinayo, mais chaque province essaie d'adapter ces concepts dans la langue bien comprise par la communauté. Ah d'accord, là c'est bien compris. Ouais. Fidèles auditeurs, vous venez de nous rejoindre, fidèles internautes, nous parlons donc de la maternité, comme nous l'avons dit tout à l'heure avec Madame Mami Kassai, qui est, je rappelle, directrice de formation chez DKT Batela Lobinayo, maternité à moindre risque. Alors, que doit-on comprendre, Madame Mami, quand on parle justement de cette maternité à moindre risque? Merci beaucoup. Je pense avant que nous puissions parler du concept maternité à moindre risque, nous allons comprendre les mots-clés de ces concepts. Quand nous parlons de maternité, il y a plusieurs sens pour comprendre la maternité. Le premier sens, c'est tout ce qui est lié à la femme et à l'accouchement, à la mère et à l'accouchement. Nous parlons de la maternité, tout ce qui est lié à la mère. On peut aussi parler de maternité comme un service hospitalier où les femmes vont accoucher, un établissement de soins où les femmes vont accoucher. Nous pouvons encore comprendre la maternité comme le fait de porter une grossesse et de donner naissance à un enfant. Et par rapport à notre émission, c'est cette troisième définition que nous allons vraiment prendre, le fait de porter une grossesse et de donner naissance à un enfant. C'est là où nous allons nous atteler pendant l'émission. Alors quand nous voyons les risques, ça vient en tête déjà danger. Mais ici, en santé, nous voyons les risques comme étant un préjudice causé par un danger. Donc, une femme peut éviter un danger ou s'exposer à ce qui peut l'amener au danger de la mort, par exemple, et donc nous voyons les risques. Donc, un préjudice qui peut causé par un danger par rapport à une personne. Alors, ces préjudices qu'on peut maintenant aussi éviter en donnant beaucoup d'informations. Alors, si nous lions les deux mots, nous voyons une femme qui est enceinte et qui va accoucher. Nous voyons les préjudices qui peuvent l'exposer à un danger peut-être irréparable. Et donc, maternité à moindre risque, c'est une stratégie qui permet aux femmes de porter des grossesses jusqu'à terme, d'accoucher et de ne pas mourir de cela. Donc, c'est une stratégie qui vise la réduction de la mortalité maternelle. C'est une stratégie qui vise à minimiser les préjudices que la femme dans lesquels la femme peut s'exposer pour mourir d'une grossesse. En fait, ça donne accès aux femmes d'avoir des conseils pour porter leur grossesse et accoucher sans perdre leur vie. Mais cette maternité à moindre risque, est-ce que maman nyonso, peu importe niveau social, peu importe et si Kaza puisque des Kateza partout au fin fond de la RDC, est-ce que maman nyonso a la possibilité il y a sur maternité à moindre risque? Possibilité à cause de problème est d'une façon générale. D'une façon générale, la preuve, jusque-là dans notre pays, beaucoup de femmes meurent à cause de l'accouchement ou de la grossesse. Et nous pouvons dire que c'est regrettable et même dramatique de voir quelqu'un qui va donner la vie et qui perd la sienne. Malheureusement, les canaux d'information ne sont pas suffisants pour arriver
suffisant pour arriver à travers tous les pays. Et cela peut être dû peut-être du fait que, vous voyez, il y a insuffisance de structures sanitaires. La femme doit parcourir de longues distances pour arriver à une structure sanitaire et avoir de l'information. Donc l'inaccessibilité géographique. Elle parcourt beaucoup de distances. Bon, elle se dit, bon, je ne saurais pas tout ça. Bon, elle est fatiguée ou elle est un peu décidée d'aller très loin pour avoir l'information. Elle reste sous-informée. On peut aussi avoir un problème d'insuffisance des prestataires formés. Elle peut avoir une structure sanitaire, elle est là, mais il n'y a pas quelqu'un qui est formé pour donner l'information. Cette insuffisance aussi peut faire que la femme ne puisse pas avoir accès à l'information. Il y a aussi les problèmes d'inaccessibilité financière. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de moyens pour aller à l'hôpital, par exemple, et se faire consulter et avoir assez d'informations. La pauvreté, le manque de moyens, tout ça, le niveau socio-économique peut aussi bloquer la femme ou les couples pour accéder aux informations auprès des prestataires cliniques. Il y a aussi des facteurs culturels. Il y a certaines cultures ou certaines coutumes qui découragent la femme de se rendre à l'hôpital. Peut-être qu'il va trouver un médecin homme, un infirmier homme, bon, il va se faire consulter, tout ça. Ce sont des coutumes aussi qui bloquent l'accès à l'information. Il y a certaines religions aussi qui interdisent aux femmes d'être consultées par un homme, tout ça. Donc, tout ça, ce sont des facteurs socio-culturels qui peuvent aussi bloquer l'accès à l'information. Et comme nous sommes ici au niveau des médias, malheureusement aussi, c'est pas partout. On a la radio, la télévision, même le courant et même des piles pour acheter, tout ça. Ce sont vraiment des facteurs qui peuvent faire que la personne ne puisse pas avoir accès à l'information. Donc, il y a plusieurs facteurs encore dans notre pays que nous devons surmonter pour que les gens puissent avoir accès à l'information. En plein 21e siècle, avoir ces causes-là, pour ne pas, en fait, avoir ces causes-là qui soient à la base de ces décès-là, c'est quand même assez regrettable. Ouais, tout à l'heure, vous avez parlé de médias, mais je suis sûre que la radio traditionnelle est un peu partout. Il y a des piles. Hein, oui, la radio traditionnelle partout, mais il faut avoir l'argent pour acheter la pile, il faut avoir le courant, il faut avoir aussi les moyens pour acheter la radio. Donc, en fait, la pauvreté, d'une façon générale, vous savez que d'abord, le budget de la famille congolaise, c'est en dessous, je pense, de $1 ou bien de $2. Donc, voilà. Donc, il y a encore des problèmes à résoudre, comme l'alimentation, à résoudre, les frais scolaires à résoudre. Il y a encore beaucoup d'urgences à résoudre et que les parents, peut-être, ne peuvent pas avoir l'idée d'acheter la radio, d'acheter la télé, tout ça, en fait, par rapport à leur niveau socio-économique. Donc, d'une façon brève, la pauvreté ou le manque de moyens fait que la personne ne puisse pas avoir accès à l'information facilement. On a parlé tout à l'heure de risques, mais il y a quand même, Madame Mamie, des risques principaux, en tout cas qui sont à la base, on va dire. C'est vrai que vous en avez énuméré, il y en a beaucoup trop, mais quels sont vraiment les risques principaux qui sont donc liés à la grossesse en elle-même? Ouais. Les risques liés à la grossesse elle-même, ici, pour minimiser ces risques, les conseils que nous donnons d'abord à la femme, c'est des grossesses les conseils avant de tomber enceinte, les conseils pendant qu'elle est enceinte, les grossesses pendant l'accouchement et les grossesses les conseils après l'accouchement. Donc les conseils, c'est fixe à 4 niveaux pour minimiser les risques liés à la grossesse. Alors avant l'accouchement, nous demandons à la femme d'apprécier quelques facteurs. Par exemple, le facteur âge. C'est un risque aussi. La femme doit voir quel âge. J'ai quel âge avant de tomber enceinte. Avant 18 ans, ce sont des grossesses à risque. Trop tôt. Après 35 ans ou plus, ce sont des grossesses aussi à risque. Donc la femme doit réfléchir que l'âge où je me trouve peut être à risque ou ce n'est pas à risque. Elle doit réfléchir. Elle doit aussi, avant de tomber enceinte, réfléchir quel est l'âge du dernier enfant, par exemple. Quel est l'âge du dernier enfant? Si l'enfant n'a pas encore 2 ans et qu'elle tombe enceinte, elle se met dans des grossesses à risque, des grossesses trop rapprochées. Elle doit aussi tenir compte de sa santé avant de tomber enceinte. Est-ce que ma santé me permet de tomber enceinte et d'accoucher sans problème? Nous disons ici qu'il n'y a pas de concurrence en accouchement. Il n'y a pas de compétition en accouchement. Si les personnes de santé te disent que ta santé ne te permet pas d'avoir un enfant, il ne faut pas avoir une grossesse. Sinon,
tu vas mourir de ça. Il n'y a pas de concurrence. Papa a mis enceinte là-bas, une femme. Moi aussi. Oh non, pourquoi ma voisine, elle s'est mariée après moi, elle a 5, moi j'ai 2. Non, ça dépend. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence. Vous devez avoir une grossesse selon votre état de santé. Et si vous désobéissez, vous aurez des problèmes de santé suite à cette grossesse-là. Ça, c'est avant de tomber enceinte. Pendant qu'elle est enceinte, il y a aussi, pour minimiser les risques, la CPN ou la consultation prénatale est obligatoire pour toutes les femmes. Nous disons à la femme aujourd'hui qu'il n'y a pas de professionnel d'accouchement. Il n'y a pas une expérience en accouchement. Tu peux avoir 9 enfants, la 10e grossesse, tu pars. Tu meurs de ça. Tu peux avoir 12 enfants, 13e, tu pars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... À chaque grossesse, la femme reprend encore, expérimente encore cette grossesse-là. Parce que chaque enfant a sa façon. Celle-là, un autre enfant peut venir par la tête, l'autre peut venir par les sièges, quelqu'un d'autre peut venir par les transversales. Donc, il faut aller à l'hôpital. Les personnes de santé vous disent, voilà comment évolue cette grossesse, voilà là où tu vas accoucher. Tout ça, on te prépare déjà pour minimiser les risques. Mais si tu dis que moi j'ai beaucoup accouché, je peux rester à la maison, mais tu peux accoucher, l'autre là était céphalique, il a montré la tête, c'était facile, mais celui-là vient et monte le siège. Alors, ça va compliquer. Donc, la CPN est vraiment obligatoire et pendant la CPN, on voit aussi l'évolution de la grossesse, on donne des conseils à la femme, qu'est-ce qu'elle va manger, comment s'habiller, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire. On donne des vaccins à la femme, on donne des médicaments qui peuvent l'aider à soutenir la grossesse jusqu'à terme. L'hygiène alimentaire, on lui donne. Mais si elle ne part pas, elle s'expose au danger. Elle peut aller accoucher et puis elle meurt de ça. Parce qu'elle peut aller accoucher dans un hôpital qui a un plateau technique insuffisant, alors que son cas, elle devait être dans un hôpital général, par exemple. Donc, la CPN est obligatoire pour toutes les femmes. Alors, maintenant qu'elle veut accoucher, pendant l'accouchement, nous disons à la femme aujourd'hui que l'accouchement assisté par un personnel qualifié est obligatoire. Il faut éviter d'accoucher en route, il faut éviter d'accoucher à la maison, sinon vous vous exposez au danger lié à l'accouchement. Et là, nous allons encore insister à la femme qu'il faut éviter les 3 retards de l'accouchement. Les 3 retards de l'accouchement. Le premier retard, c'est le retard pour prendre la décision d'arriver à l'institution sanitaire. Elle est là, elle passe tout le temps. Elle voit les signes de travail de l'accouchement, mais elle se dit, bon, moi d'habitude, j'accouche après 2 heures, après 3 heures. Mais elle oublie que cet enfant-là est différent du premier. Peut-être que tu as accouché 5 heures après, celui-ci c'est 1 heure après. Mais en attendant tout ça, tu risques d'accoucher à la maison. Donc il faut prendre la décision à temps pour quitter la maison. Deuxième retard, c'est le retard pour arriver, accéder aux soins. Quand vous avez trop attendu à la maison, le travail d'accouchement est avancé, tu arrives en route avec beaucoup de difficultés. Les taximens vont aussi augmenter les prix. Peut-être que tu n'as pas cet argent-là, tu vas faire quoi? Tu vas faire les pieds, tu vas prendre quoi? À ce moment, tu peux mettre la moto, tu ne peux pas la prendre parce que tu peux avoir des ruptures, beaucoup de problèmes. Donc, pour ne pas se compliquer, allez quand vous êtes encore forte, les taximens ne sentent pas que vous avez le travail d'accouchement, vous montez dans le bus comme tout le monde et vous arrivez à temps, là ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Mais quand vous allez en retard, comme ça vous êtes en retard, vous pouvez accoucher dans un taxi, qu'est-ce que le taximan va faire? Vous allez mourir de cet accouchement. Donc nous encourageons les femmes d'arriver à temps. Souvent elles disent, oh non, je ne vais pas arriver à temps, sinon les infirmiers les accoucheuses vont toujours me visiter, et avec des gants, ils ont peur de ça. Mais je vais leur dire, si tu veux accoucher, tu es obligé. Tu n'as pas de choix. On doit te consulter, on doit faire les toucher pour voir comment tu évolues, comment l'école s'efface et tout ça. Donc, nous encourageons la femme à arriver à temps à l'institution sanitaire. Okay. Le troisième retard, c'est le retard, malheureusement, c'est dramatique, malheureusement, c'est un retard dû au personnel de santé. La femme a 2 retards et les personnels de santé ont le 3e retard. Le retard pour prendre la décision de référer la femme ou de prendre en charge la femme. La femme est là depuis longtemps, les personnes de santé ne font rien, peut-être en train de causer, peut-être en train de parler au téléphone, la femme est là vraiment délaissée, alors qu'elle a une complication, on ne voit même pas ça. Ou on l'a consulté, les personnes ont consulté, ils ont vu une complication éventuelle, mais non, pour le besoin d'argent, parce que l'argent doit être dans cette caisse-là de l'hôpital, on n'arrive pas à référer la femme. Et maintenant, plus tard, on voit que ce n'est pas possible ici. On ne peut pas opérer ici. Il n'y a pas peut-être de salle d'op, il n'y a pas de sang, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci. Les conditions ne sont pas réunies, on réfère.
et on réfère en retard. Maintenant, cette référence en retard, est-ce qu'il y a une ambulance? Peut-être qu'ils n'ont même pas d'ambulance. Même s'il y a ambulance, peut-être il y a des embouteillages. Donc tout ça, vous exposez la femme et peut-être qu'elle ne peut même pas arriver à l'institution sanitaire de référence. Elle meurt en route parce qu'il n'y a pas une bonne prise en charge. Et nos ambulances, ils n'ont pas de plateaux, pour la plupart, n'ont pas de plateaux techniques où on peut prendre la femme en charge. Peut-être il y a un abord veineux, il y a quoi, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment un véhicule, on amène la femme vers une institution de référence sans un soin de soutien. Et tout ça, nous insistons aujourd'hui, nous invitons les personnes de santé d'être conscients, de se souvenir de la conscience professionnelle, de se souvenir de leurs vœux. Ils ont juré pour la vie, pour donner la vie, et pas pour faire perdre la vie comme ça. Parce que la femme n'a pas de moyens, on ne peut pas l'opérer, on attend. Parce que la femme n'a pas, on ne la touche pas. Et elle meurt, elle est partie. Maintenant, on va faire quoi? On a perdu toute une vie. Donc là, vraiment, nous sommes en train de nous adresser au personnel de santé en République démocratique du Congo de prendre cette conscience que la vie est sacrée. Sauver d'abord la vie et l'argent viendra après. Sauver d'abord la vie et tous les problèmes administratifs peuvent suivre. Là, vraiment, c'est une conscience. Parce qu'il y a des femmes qui meurent comme ça. Si les brancards, on ne l'a pas encore touché. Et ces retards-là viennent de nous, personnel de santé, et ça nous interpelle. Si chaque personne peut prendre conscience de mettre d'abord l'argent après, de sauver la vie, ça sera une bonne chose. Et ça, c'est vraiment ces retards-là. Et ça, c'est pendant l'accouchement. Maintenant, les conseils après l'accouchement, nous demandons à la femme de revenir 45 jours après, dans ce que nous appelons consultation postnatale. C'est obligatoire aussi. La femme doit savoir que quand elle a accouché, ce n'est pas fini. Jusqu'à 42 jours, si elle meurt toujours de cet accouchement-là. C'est toujours mortalité maternelle. Donc, elle peut dire, comme je suis sur la maternité, 2 jours après, je suis forte. Non. Jusqu'après 42 jours, au 45e jour, oui, au 45e jour, on fait la dernière consultation, on la libère. Là, elle est forte. Et c'est comme ça qu'elle doit éviter beaucoup de pratiques à la maison. On va peut-être y arriver quand on va parler de la communauté. Il va éviter beaucoup de choses pour ne pas s'infecter et rentrer en CEPON. La matrice a repris, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de problème. Là, elle est aussi sauvée. Donc, la CEPON est aussi obligatoire. Et pendant cette consultation, nous conseillons la planification familiale. Elle doit suivre une méthode contraceptive pour qu'elle ne tombe pas vite enceinte. Parce qu'après 45 jours, elle peut encore reprendre le fonctionnement. Elle peut se retrouver encore enceinte comme ça, 2 mois après. Ça devient vraiment un grand risque. Donc, elle doit déjà prendre une contraception pour ne pas tomber enceinte. Voilà un peu les conseils que nous pouvons donner pour que la femme minimise les risques liés à l'accouchement. Madame Ami, CEPON, c'est quoi? Parce que CEPON, ok, mais CEPON, bon, si moi, j'ai pas compris, je suis sûre qu'on est 2 ou 3. La CEPON, c'est consultation postnatale. D'accord. Après l'accouchement, la femme revient dans les 45 jours qui suivent, au 45e jour, pour qu'on vérifie si tout va bien, si on peut la libérer de cet accouchement-là. Tout à l'heure, vous avez parlé des personnels de santé aussi, qui est le 3e retard, on va le dire. Est-ce que DKT, dans ces missions, collabore, travaille aussi ou forme, puisque vous êtes directrice de formation, les personnels de santé dans ce sens-là? Parce que l'accueil, parfois, laisse à désirer. Oui. DKT, dans ses activités, a vraiment une grande activité de renforcer la capacité des prestataires. Prestataires tant cliniques et communautaires, c'est notre cheval de bataille aussi, la formation. Même si nous sommes une institution de marketing social, mais nous tenons à ce que les gens qui offrent nos services soient formés pour sécuriser aussi nos clientes. Et donc, nous formons le prestataire dans ce sens-là, d'avoir la conscience que la vie est sacrée, qu'on doit d'abord sauver la vie et éviter qu'une femme perde la vie. Parce que chez DKT, chaque vie compte. Chaque vie compte. Une femme qui meurt, c'est toute une famille qui est ébranlée. Donc, on ne peut pas dire, non, j'ai juste une femme. Ce n'est pas juste une femme. Cette femme-là, c'est le fondement de sa famille. Et quand elle n'est pas là, le couple père et enfant ne tient pas. Mais le couple mère-enfant, c'est ce qui tient. Donc, quand maman n'est pas là, ce couple père et enfant est vraiment désorienté. Et donc, on désoriente toute une famille et toute une population comme ça aussi. Maman, mamie, par rapport à ces peines, parce que en RDC, ici, comme maman, bazan a accès à maternité, bazan a accès à personnel de santé, ce qu'elle dit, ces peines, même quand na Kinshasa, maman, mingi to mona ba maman maraîchère, banini, okoka bebande bandeliti na suka ake atamba la mon côté. C'est que ce qu'elle a possibilité et si ka okinete, auki osa ndenge nini pour justement maternité à risque à la minimiser. Omoni soki aza na zemi
eloko tolobi awa ye moko moya mi yebeza te esengeli lokola communauté wana esengeli aluka esika nini akokende minganga bazali batalanga batala ndeni zemi ezokola batala ndeni mwana vandeli batala na kobotela wapi batala nyonso wana mpe bapesanga batoli bapesanga bakisi bapesanga bamangwele mponga na mibatela ye moko akoka te donc soki akomi na zemi esengeli kaka akende ata hôpital eza mosika esengeli akende ntango akala ko tozomona mama na biso même un mois avant abota si akei asali mpa mobembo asikoti na mituka mosu na babato mosu na makolo aketi na maternité akezela kobota omoniki bato mingi bazokufa te kobota ekomiki bato bazokufa ebele mpo tonéglige makambo ebele me tozongi mpana bamama bakokola na bamama na biso po abota asi ake kozela ezalaki vraiment une coutume comme ça wapi mama akenda kozela kobota sadi ke ezalaki kitoko mpe bamama bazokufa ebele te mais sikoyo tozotanga mingi mais tokomona néglige makambo ebele donc mwasi so aza na zemi ye moko akosala eloko te esengeli kaka azonga ata voyage ake evanda azalaka un mois avant na hôpital azozela kobota po ye azala bomoi bebe mpe azala na bomoi. Fidèles auditeurs, je rappelle qu'on est avec Madame Mami Kassai qui est donc formatrice, directrice de formation chez DKT, Batela Lobinayo. Et aujourd'hui, notre numéro spécial ULNES parle de la maternité à moindre risque. Maman Mami, avec tout ce que tu es en train de dire, je sens tout à l'heure ce que tu viens de dire par rapport à ce que la femme doit faire, personnel de santé, ça nous ramène un peu à la planification familiale, qui est très important. Oui. J'espère qu'ils ont suivi le dernier numéro. Oui. Alors, une prochaine question, est-ce que les femmes bénéficient de ce soin-là? Est-ce qu'elles ont besoin de ce soin? Mais est-ce que quand on vient dans les hôpitaux, est-ce qu'on en bénéficie vraiment comme il se doit? Moi, à mon avis, je pense que non, mais pourquoi? Oui. Nous pouvons dire est-ce que les femmes en bénéficient? Si elles arrivent à l'hôpital, nous espérons qu'elle va rencontrer un personnel formé qui peut la suivre. Là, elle peut bénéficier. Mais peut-être aussi, si c'est l'hôpital, le coût est très élevé, elle ne peut pas. Elle est arrivée à l'hôpital, mais elle regarde et puis elle voit son niveau socio-économique et dit non, cet hôpital, je ne saurais pas. Elle va changer. Peut-être qu'elle va accoucher dans un hôpital où il n'y a pas même de plateau technique par rapport à ses moyens. C'est là où nous pouvons dire oui et non. Oui, pour celles qui ont vraiment les moyens de faire face aux frais des structures sanitaires, elles peuvent. Mais celles qui n'ont pas les moyens de faire face, elles n'ont pas accès à l'information. C'est maintenant les niveaux socio-économiques qui les bloquent, le coût des soins qui les bloquent pour accéder. C'est comme ça qu'on a encore beaucoup de problèmes avec les accoucheuses traditionnelles, avec n'importe quoi, parce qu'elles pensent qu'aller à l'hôpital signifie avoir l'argent. Ouais, ça bloque aussi. Et aussi, certaines femmes, comme nous avons dit, dans certains coins, ils n'ont même pas de prestataires de soins, ils n'ont même pas des hôpitaux, ils sont là, ils accouchent seuls avec beaucoup de problèmes, avec les mamans qui les aident, avec beaucoup de risques de mourir aussi de cette grossesse-là. Et peut-être aussi, on peut se dire, bon, elles sont sous-informées parce qu'il n'y a pas assez de personnel aussi pour les atteindre. Ne fût-ce que faire des causeries éducatives, faire des sensibilisations, ça aussi c'est un problème. Donc nous pouvons dire oui et non dans ce sens-là. Donc on va dire qu'en RDC, on est quand même très loin pour arriver à trouver la solution adéquate. On est encore très loin. On est encore très loin pour que toute femme congolaise puisse avoir accès aux soins. Parlons DKT, Madame Mami, puisque DKT, c'est votre cheval de bataille, la santé de la mère, de l'enfant. Oui. Alors, quelle est votre action en ce qui concerne cette situation de la mortalité maternelle, etc. C'est vrai que vous entrez un tout petit peu partout, déjà 21 provinces, c'est quand même énorme. Quelle est l'action que vous faites justement par rapport à ça? Oui, la première action que nous faisons, c'est le marketing social. Et nous éduquons la population, nous les amenons à changer de comportement par rapport à tout ce qui peut amener la femme à mourir ou un enfant. Et donc le marketing social, c'est notre cheval de bataille par rapport à DKT. Nous avons aussi les renforcements des capacités. Donc nous disons, nous sommes à Kinshasa, mais la RDC, ce n'est pas Kinshasa. Nous devons nous déplacer vers la population, chercher les structures sanitaires de cette population, renforcer la capacité de ces personnels pour continuer à travailler. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous disons, nous allons partout pour former les personnels des communautés pour qu'ils restent travailler dans les communautés. Nous formons aussi les relais communautaires, toujours. Nous allons au niveau de la communauté qui nous donne des personnes
des personnes confiantes, hein, dont la population peut avoir confiance. Nous les formons et ils restent travailler dans la communauté. Et ces personnels communautaires vont de porte en porte, ils rapprochent encore l'information. Et maintenant, le DKT a aussi un personnel un peu spécialisé, les personnels de santé, mais communautaires. Okay. Donc, ils ne travaillent pas à l'hôpital, mais elle est formée comme médecin, comme infirmière, comme accoucheuse, mais elle ne travaille pas dans un hôpital. DKT les forme pour passer de porte en porte et approcher la communauté. Aller dans les structures, aller dans les organisations des femmes, des hommes pour parler. DKT aujourd'hui a encore un programme homme. Et DKT est le premier acteur en RDC à avoir ces programmes-là. L'homme est encore un frein pour les soins de la femme ou de la communauté. L'homme a encore la décision sur les soins, même de la femme et des enfants. Et donc, DKT a pensé aussi à l'homme. Maintenant, nous avons des renforcements des capacités uniquement pour les hommes. Nous avons un projet des hommes, on forme les hommes, on les amène à comprendre certaines choses et on les forme comme ambassadeurs des autres hommes. Et maintenant, aille voir les hommes, les sensibiliser pour accepter, par exemple, la contraception, accepter, laisser la femme suivre les soins, accepter que la femme accouche à la maternité, ainsi de suite. Donc, nous avons ces programmes-là de renforcement des capacités à tous les niveaux. Nous capacitons aussi les pharmaciens, là où on vend des produits, pour qu'ils ne puissent pas seulement avoir l'argent, mais qu'ils puissent aussi parler avec la personne qui achète pour minimiser les risques des produits qu'elle va acheter. Et en dehors de ça, et en dehors de la formation, c'est la sensibilisation que nous faisons, c'est l'éducation que nous faisons, et c'est la jeunesse que nous formons comme ambassadeurs pour aller aussi amener l'information. Donc, DKT au niveau du marketing social, au niveau des autres canaux d'information et au niveau de la formation. Et en fait, nous disponibilisons les services adéquats pour que la population puisse être sécurisée et avoir des soins appropriés avec des personnes bien formées et bien rodées. Puisque la RDC a encore beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de lacunes à gauche et à droite, et surtout, comme on a évoqué, la situation socio-économique est vraiment catastrophique. Est-ce que les actions des DKT, est-ce que les services de DKT sont accessibles, je sais pas, gratuitement, à moindre coût? Comment ça se passe? Parce que justement, on sait que le gros frein, c'est les moyens financiers en République démocratique. Oui, DKT, comme nous avons dit, c'est une structure de marketing social. Donc, nous ne donnons pas gratuitement nos produits, mais nous les donnons à moindre coût, à un prix vraiment communautaire, un prix où tout le monde peut acheter. Et même quand nous laissons dans les structures sanitaires, nous leur demandons de ne pas exagérer les coûts, mais de voir vraiment les niveaux de chaque communauté afin de mettre un tarif pour que tout le monde puisse accéder. DKT a même des journées que nous appelons des journées spéciales promo, où DKT va dans une communauté, dans une structure, DKT rabaisse les prix à la moitié. Et pour que tout le monde puisse avoir accès. DKT a aussi des campagnes pendant les formations. Nous avons des campagnes de gratuité. On a 4 jours de gratuité, les femmes viennent et prennent. Donc, la gratuité, nous le faisons aussi pendant les formations. Nous avons des journées spéciales promo. Donc, en tout cas, nous faisons pour que toute femme puisse accéder aux soins. Les soins qui sont mis en œuvre offerts par DKT. Donc, nous visons vraiment ça, malgré le marketing social. Voilà, DKT, l'homme au centre de tout, en tout cas, on peut le voir. L'homme au centre de tout. Exactement. ULNES revient dans un instant. Je rappelle que depuis quelques minutes, nous parlons avec Madame Mami Kassai, qui est directrice de formation chez DKT. Et notre thème de ce soir, c'est la maternité à moindre risque. On en parle dans un instant. Parce que le désir n'attend pas. Désormais, n'importe quel moment, n'importe quel endroit peut être le bon pour se faire plaisir.
profiter du plaisir en toute quiétude grâce aux méthodes de planification familiale. Pour plus d'infos, visitez une clinique ou une pharmacie bâtie à Lobinayo ou appelez-nous au 089 29 17 777. Votre émission Santé, fidèles auditeurs de UFM, vous nous écoutez à travers notre appli radio Urban FM 94.7. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, vous pouvez nous retrouver également sur YouTube. On est avec notre partenaire santé DKT, représenté par Madame Mami Kassai, directrice de formation chez DKT RDC. Nous parlons donc de la maternité à moindre risque. Tout à l'heure, Madame Mami, nous avons parlé de femmes. C'est vrai que la maternité, c'est une affaire de femmes, mais pas que. Parce que pour en arriver là où, comme quelqu'un que je suis en train de voir, bon, vous la voyez pas, mais moi je la vois, il y a des hommes aussi. Quel est le rôle justement de l'homme ou même de la communauté? Parce que quand une femme est enceinte, il y a toute une communauté autour. Quel est le rôle de ces deux membres-là, on va dire l'homme ou la communauté? Merci beaucoup. Commençons par l'homme. L'homme a un rôle très capital pour que la femme puisse être à l'aise et mener aussi sa grossesse jusqu'à terme. L'homme, c'est le partenaire. On peut dire que c'est lui l'auteur de cette grossesse. Et donc, l'homme ne peut pas voir cette grossesse évoluer, être un peu passif, non. Nous demandons à l'homme d'être actif, de contribuer, de participer à l'évolution de cette grossesse. Et sa participation, c'est en aimant beaucoup sa femme, en évitant des stress à la femme, parce que la grossesse, c'est déjà un stress. Éviter les stress à la femme et éviter toute situation qui peut faire que la femme puisse stresser, que la femme puisse être frustrée. Éviter de battre sa femme pendant la grossesse, sinon elle risque d'avoir des problèmes. Et donner l'argent à sa femme, donner les moyens pour que sa femme puisse bien manger, que la femme puisse bien s'habiller, qu'elle puisse bien manger et qu'elle soit à l'aise. Rappeler à la femme les dates de consultation prénatale, accompagner même la femme à la consultation prénatale et rappeler à la femme s'il y a des produits qu'on a donnés à l'hôpital par rapport à la grossesse. Il est là aussi pour rappeler les heures de prise des médicaments, réveiller sa femme s'il faut la réveiller pour prendre les médicaments. Et tout ce qu'on dit à la consultation prénatale, nous souhaitons que l'homme soit là pour suivre et continuer à faire ça à la maison. L'homme doit avoir de bons contacts avec la structure des soins, avec les personnels qui suivent sa femme. Parce qu'en cas de problème la nuit, il peut appeler. Donc, il doit vraiment avoir ces contacts-là permanents avec la structure. Bref, il doit s'intéresser à la grossesse. Nous demandons aussi à l'homme de ne pas prescrire des médicaments à sa femme, parce qu'il n'est pas se substituer aux personnes de santé, parce qu'il y a des médicaments que la femme enceinte ne peut pas prendre. Et l'homme, nous demandons aussi à l'homme d'accepter tous les sexes. Ils peuvent aller à l'échographie, on dit que c'est un garçon ou une fille, qu'il soit content. Parce que tout enfant qui vient... Même après 4 filles, soyez toujours et d'ailleurs, c'est lui qui détermine les sexes. C'est lui qui détermine les sexes. Donc, il doit accepter tous les sexes qu'il a déterminés. Oui. Et donc, nous demandons à l'homme d'accepter tous les sexes et de donner la chance à tous les enfants de réussir. Et même quand la femme a accouché, il accompagne la femme pour accoucher. La femme, même s'il n'est pas dans la salle d'accouchement, mais la femme sait que mon mari est dehors, elle est encouragée. Et apporter le bébé quand il va sortir de l'hôpital, même la nuit, quand maman est un peu fatiguée, l'homme peut porter son bébé, aimer son bébé, participer vraiment à soutenir cet enfant-là ensemble avec sa femme. Ne pas toujours laisser les bébés pour la femme. Ton enfant pleure. Non, c'est notre enfant qui pleure. Donc, vraiment, l'homme doit éviter ces langages. Ton enfant, c'est notre enfant. Et donc, il doit vraiment participer. Nous invitons l'homme à participer activement pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement. Donc, de participer activement. La communauté qui entoure la femme, ça peut être les amis, la famille, ainsi de suite. Nous demandons à la communauté de ne pas trop influencer la femme négativement. Éviter de lui faire des stress, de raconter des histoires négatives qui peuvent lui faire peur. Éviter de se substituer au médecin pour prescrire des produits. Éviter d'interdire la femme de manger les histoires. Ne mange pas les œufs parce que l'enfant n'aura pas de cheveux, ça n'a aucun rapport. Et il ne faut pas se regarder au miroir, sinon l'enfant va loucher. Il n'y a aucun rapport avec ça. Il ne faut pas manger ceci parce que non.
Là, vraiment, nous demandons à la communauté d'aider la femme à tout manger, à avoir suffisamment de sang pour faire face à son accouchement. Et donc, la communauté aussi doit être en contact avec la structure de la santé. En cas de problème, la communauté aussi peut amener la femme à l'hôpital. Et les maris, comme la communauté, ils doivent aussi reconnaître les signes des dangers ou des complications. Et cela, c'est en ayant des contacts avec l'hôpital, en participant à la conception prénatale, l'homme ou la communauté qui accompagne la femme doit aussi savoir quels sont les signes des dangers. Si nous voyons tel signe, on l'amène à l'hôpital. On voit tel signe, on l'amène à l'hôpital. Donc, ils ont vraiment un grand rôle à jouer pour que la femme puisse porter à terme sa grossesse. La communauté, surtout, on doit éviter de donner des produits médicinaux traditionnels à la femme. Il faut boire ceci pour vite accoucher. Il faut purger ceci, il faut éviter. Parce qu'en purgeant, il peut aller déranger beaucoup de choses. Et si tu veux aller à l'hôpital, ne sois pas pressé. Prends une pierre, mets sous les cheveux. Prends une aiguille, fais ceci. Prends une feuille, mets sous la langue. Il faut éviter ça. Ça, c'est beaucoup plus dans les communautés, dans le milieu rural, parce que dans les milieux urbains, c'est quand même... Même ici à Kinshasa. Vous savez, à Kinshasa, la communauté rurale influence aussi les gens qui sont à Kinshasa. Et Kinshasa a aussi des communautés semi-urbaines et même les communautés urbaines. Ne vous en faites pas, ils sont influencés par la culture. Et donc, on doit vraiment éviter d'influencer cette femme-là dans la prise de décision pour aller à l'hôpital. Parce que souvent, c'est la communauté qui dit « Attends, on doit éviter tout ça. » Oh non, c'est un peu Oui, il faut attendre. Oui, il faut la laisser prendre sa décision personnelle et arriver à temps à l'hôpital. Éviter de lui donner des purges avant d'aller accoucher. Éviter de lui donner des produits avant d'aller accoucher, ça peut déranger. Et éviter de lui encourager de mettre des feuilles, des soutils. Il faut vraiment décourager toutes ces pratiques-là. Ah, donc même les purges là, purger avant d'aller, on dit que ça va nettoyer. Comme ça, quand tu vas accoucher, il n'y aura pas de saleté et tout ça. Parce que les personnels de santé, parfois, elles sont fâchées. C'est quelle femme ça? Oui. Souvent, quand on va en conseil prénatal, les personnes de santé donnent quelques attitudes. Comment faire? Peut-être on te dit, moi tu vas prendre l'eau, tu fais ceci, tu fais ceci, mais la communauté donne les produits à mettre, des feuilles à mettre, des mélanges. Non, si tu fais ça, tu vas vite accoucher, l'enfant va glisser. Mais l'enfant glisse toujours parce que les liquides glissent. Non, l'enfant va toujours glisser. Mais évitez parce qu'il y a des femmes qui font ça et les liquides amniotiques, les liquides de l'enfant est trouble. L'enfant peut avoir des souffrances et beaucoup de choses. Et peut perdre son enfant. Laissez la femme naturelle, laissez la femme suivre les conseils des personnes de santé, point intérêt. C'est ça. Très bien. Alors les papas, vous avez écouté, mamie a dit, quand la femme est enceinte, moralement, vous aussi soyez enceinte. Pas physiquement, mais moralement, soyez enceinte, les papas. Voilà. Mamie, on va s'intéresser un peu, justement, comme on a déjà commencé, on va s'intéresser un peu aux idées reçues. Moi, ma tourne autour, il y a on parle souvent de l'argile, parce que beaucoup de femmes enceintes, parfois, elles ont des besoins ou des envies assez bizarres. Bon, aujourd'hui, on dit que les mamans modernes, bon, ils ont la pizza, nini, voilà, au chocolat et tout ça. Mais toi, ma belle, oh non, ma belle, oh, et ça la cabouille, ça la cabouille. Est-ce qu'il y a un conseil à donner autour de ça ou ce sont des mythes qu'on dit sur les mabélés? Ouais, c'est pas des mythes, c'est vraiment la réalité. Nous devons ici déconseiller les mabélés, l'argile. Nous allons vraiment déconseiller, même interdire l'argile pendant la grossesse. Okay. Beaucoup de cultures cultures encouragent la femme à prendre des mabélés. Ils croient qu'en prenant l'argile, ça atténue un peu les nausées, ça fait ceci, mais ce sont des fausses idées qu'ils se font. C'est pas même vérifiable que l'argile va atténuer les nausées. La peau va sortir, voilà. Une belle peau. Une belle peau. Tout ça, ce sont on imagine tout ça. C'est pas vérifiable. Nous allons vraiment décourager la prise d'argile. Pourquoi? Parce que d'abord, quand la femme est enceinte, elle a besoin de beaucoup de sang, suffisamment de sang pour faire face à l'accouchement. Mais quand elle consomme l'argile, l'argile bloque l'absorption du fer dans le sang. Or, le fer, c'est la partie essentielle du sang. Quand la femme n'a pas assez de fer, elle est anémique, elle a des problèmes. L'anémie peut conduire à beaucoup de problèmes pendant la grossesse. Et parmi les causes de l'anémie, il y a aussi l'argile qui est là. Donc la femme doit vraiment faire attention. Quand elle prend l'argile, le fer n'est pas absorbé dans le sang. Elle devient pâle, elle devient anémique alors qu'elle a besoin de sang pour bien accoucher et être en bonne santé. Vous voyez que des fois, quand elle vient en conseil prénatal, on lui donne les suppléments en fer.
pour renforcer le sang. Mais si on donne les suppléments en fer, on donne les vermifuges à l'hôpital, toi tu consommes encore l'argile. L'argile, comment on fait ça? C'est trop ça, là on fait ça. Elle a encore des vers intestinaux, elle a encore des problèmes de fer. Donc tout ce qu'on donne, ça ne fait rien. Nous donnons les fers, elle l'argile qui bloque les fers. Qu'est-ce que nous faisons? Donc, c'est contradictoire avec l'action des personnes de santé. Nous allons vraiment interdire ça. Vraiment interdire ça et veiller à ce que la femme enceinte ne puisse pas prendre l'argile. Donc, ma belle, ça m'a l'amour pour moi si azobota pour essayer ça qui makila à terme simple. Très bien. Ma belle botika yango atesala ke lengi ou je sais pas moi quoi na bilo bayoka ate mais eza mabe pour ekosilisa o makila. Alors, il y a une autre pratique, il y a des hommes qui quand la femme a bandizemi, pas de relations sexuelles, pas de rapports sexuels, non, et tout à mon toit moana boyena boye, alors que d'autres disent non, ça aide à déclencher, ça va aider. La vérité se trouve où? Est-ce que les rapports sexuels peuvent déclencher l'accouchement ou pas? Ici, d'abord, nous allons dire que les rapports sexuels ne sont pas interdits chez une femme enceinte. D'accord. Elle peut évoluer comme ça avec son mari sans problème. Seulement, ce que nous disons, c'est la fréquence peut-être et la façon de le faire. Que nous disons non, attention au col de la femme, attention à ceci. Peut-être qu'on a dit que cette femme a un problème au niveau du col. L'homme doit aussi suivre ses conseils. On dit que cette femme a ses problèmes, il faut suivre. Donc l'homme doit suivre les conseils des personnes de santé. On a dit qu'il doit participer activement. En cas de problème, il doit aussi voir comment faire pour éviter les rapports sexuels si on lui a demandé ça à l'hôpital. Mais une femme qui évolue normalement avec sa grossesse, les rapports sexuels ne sont pas interdits. Et seulement on va demander à l'homme la fréquence et la façon de les faire pour que la femme ne puisse pas avoir de problèmes parce qu'elle est déjà stressée, elle est déjà fatiguée, donc il faut aussi voir comment communiquer avec sa femme pour être en harmonie conjugale et ne pas avoir de problèmes au niveau du couple. Mais les rapports sexuels ne peuvent pas faire avorter. Non, les rapports sexuels ne peuvent pas aussi. Ce n'est pas ça qui déclenche aussi. Même à terme, parce que dit non, à la fin, il faut beaucoup parce que ça peut aider quand ça traîne trop. Ça n'aide pas. Ça ne fait rien du tout. Non, ça ne fait rien du tout. Parce que d'abord, quand on fait les rapports sexuels, on s'arrête au niveau du col. Est-ce que c'est ça qui va aller ouvrir le col? Non. C'est le moment venu de l'accouchement, les termes de l'accouchement. On va prendre une preuve. Une fille adolescente qui est enceinte, on est venu la déposer à la maison, il n'a pas de mari, mais comment elle accouche? Donc on prend seulement cette jeune fille-là qui est enceinte et donc qui est chez nous à la maison, elle n'a pas de mari, mais un jour elle accouche. Donc c'est pour dire que ce sont des rumeurs, des histoires que les gens se mettent en tête, ce n'est pas vérifiable. La preuve c'est qu'une fille qui n'a pas de mari accouche. Donc que tu puisses faire les rapports sexuels ou pas, les moments venus de travail, ça va déclencher de soi-même. Ça risque de ne pas plaire trop au papa parce qu'il y en a d'autres, on leur donne seulement vers la fin là parce que ça aide. Maintenant, si on sait que ça n'aide pas trop. Oui, on va se dire à l'homme d'être à l'aise avec sa femme durant la grossesse, de consommer leur mariage durant la grossesse, ne pas attendre seulement la fin de la grossesse. D'ailleurs, la fin de la grossesse, elle est très fatiguée. Oui. Elle est très fatiguée, elle a beaucoup peut-être de malaise, elle est beaucoup indisposée, tout ça. Donc, elle soit à l'aise avec son mari, avec sa femme pendant la grossesse, et réduire les fréquences, voir aussi comment évoluer avec sa femme, suivre les conseils des personnes de santé. Si on dit que non, pour cette femme, on ne peut pas faire les rapports sexuels parce que il faut écouter. Très bien. Ouais. Alors, une dernière question, c'est aussi une idée reçue, en tout cas, beaucoup en parlent, puisqu'on sait que pendant la grossesse, on a des maux d'estomac, mais on ne sait pas toujours d'où ça vient. Alors, il y a une idée reçue que les gens non, ce que l'estomac passe ming, et ça peut-être pour bébé, non, on a des boumouazans à souk et belé. Est-ce que bébé a souk et belé, par contre, l'estomac passe? Merci beaucoup. C'est une idée, mais qui n'est pas vraie, mais qui se dit dans la communauté. Moi, nous avons souk et belé, la matrice, c'est vraiment fermé. C'est un muscle creux fermé. Bébé se développe là-bas. Bébé ne touche même pas l'estomac et tout ça. Mais c'est ces changements qui est chez la femme, qui fait que le changement de fonctionnement va même jusqu'à faire des pressions au niveau de l'estomac et que la femme puisse manifester aussi certains maux d'estomac. Mais ce ne sont pas les cheveux. Ça, c'est vraiment une idée erronée, quoi. Maman boyo kisuke bila mwana esala. Ezaka mbongwana ya azwi na nzoto na yende esali mwa pression estomac na ye. Eza mbongwana. Patango azwi zemi azwaka mbongwana munene. Matrice longwe ne sika nango e mati donc biteni nyonso nzoto peut échanger. Même motema ezobeta mbangu. Motema moto donc c'est ça changement wana oyo azwi na zemi nde esali ka estomac pasi.
Très bien, donc nous sommes arrivés à la fin de notre rendez-vous, en tout cas de ce soir. Je rappelle qu'on parlait de la maternité à moindre risque avec Madame Mamie Kassaï, directrice de formation chez DKT. DKT, donc, qui est partenaire santé de cette émission ULness. Maman Mamie, une fois de plus, merci d'avoir éclairé la lanterne des auditeurs. Merci. Est-ce que vous avez un dernier conseil de manière globale à donner à nos auditeurs par rapport à ce thème? D'une manière globale, pour cette émission, je dirais ceci. Nous venons de parler de maternité à moindre risque. Et nous avons une devise que nous donnons à la population. Donner la vie, rester en vie. Exact. La vie de chaque femme compte. La vie de chaque femme compte. Si une femme meurt, c'est toute une famille, c'est toute une communauté qui est vraiment bouleversée. Et donc, je vais demander ici à la femme d'abord de prendre conscience de sa vie, de connaître sa valeur dans la société et de se mettre à cette place et de protéger sa vie. Souvent, les femmes disent, je vais vite accoucher parce qu'on va m'acheter une pièce wax, c'est super. La vie de la femme n'est pas égale à un pagne. Donc, vraiment que la femme d'abord comprenne la valeur de sa vie et qu'elle la protège. Qu'elle suive et que le couple aussi, l'homme aussi participe à la grossesse, aide sa femme, même si elle n'est pas enceinte, elle peut lui acheter des pagnes, des cadeaux pour que la femme enlève cette idée d'attendre une grossesse pour avoir un cadeau de la part de son mari. Que les maris aussi aident les femmes à enlever cette idée, à se valoriser, que les maris et que les hommes valorisent aussi la vie de la femme et main dans la main, nous irons ensemble, main dans la main, nous allons réduire la mortalité de la femme pendant la grossesse ou l'accouchement ou la mortalité de notre enfant. Et aussi, le dernier mot, c'est donner la vie et rester en vie. Très bien, fidèles auditeurs, nous arrêtons aujourd'hui pour ULness. DKT met à votre disposition un numéro de téléphone. Si vous avez des plus amples questions, 089 29 17 707, je crois que c'est ça, 089 29 17 707, ou alors un numéro WhatsApp 089 18 97 707. Donc 089 18 97 777, c'est le numéro de téléphone WhatsApp. Vous pouvez joindre donc DKT. Madame Mamie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous vendredi à 19h. D'ici là, bonne suite de programme sur UFM. Puisque votre bien-être est précieux et que votre vie a de la valeur, désormais, voici votre nouveau rendez-vous santé sur UFM, ULness. ULness, c'est peut-être un forum radiophonique d'échange autour des questions santé et bien-être. Tous les vendredis à 19h et dimanche à 13h, en rediffusion, Karine Moutali vous présente un sujet et notre partenaire santé DKT vous éclaire. ULness, votre santé nous intéresse.